Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau talk sur l'Olympique lyonnais et ce sera le dernier cette saison en Ligue 1 puisque la saison 2024-2025 de Ligue 1 se clôture ce samedi et pour le dernier match de la saison, l'Olympique lyonnais reçoit le SCO d'Angers. À quelques jours de cette rencontre, on retrouve notre correspondant à Lyon, Alexandre Corboz. Alors bonjour Alexandre. Alors comment tu sens l'OL après la défaite face à Monaco et avant ce dernier match de la saison face à Angers, plutôt démobilisé ou encore dedans? Démobilisé peut-être pas, mais assommé, oui, oui. Chez les supporters, l'inquiétude est très palpable et la colère est importante, surtout compte tenu des illusions qu'on vient de vivre coup sur coup. On rappelle que l'OL sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites depuis Manchester. L'équipe a totalement vrillé, les objectifs sont envolés, les actualités économiques sont inquiétantes et à côté de ça, on a certaines attitudes qui ne passent pas, tout simplement. On va quand même rappeler que sur cette 37e journée, les conditions pour que l'OL reprenne son destin en main, elles étaient réunies avec les défaites conjuguées de Strasbourg, Lille et Nice. Personne n'y croyait, moi j'en avais parlé, je pensais que c'était possible. Encore fallait-il assurer à Louis II, on l'a pas fait. Alors certes, la SM était supérieure, mais ça justifie pas tout. Bon, on en reviendra un peu de tous ces enjeux de cette dernière journée et des chances vraiment très infimes de C1. Mais quel accueil le Groupama Stadium va réserver maintenant aux joueurs, au staff et aux dirigeants après cette défaite face à Monaco? Alors à Monaco, John Textor a été sifflé par le parkage et il est passé devant en affichant un sourire narquois assez insupportable. À Lyon, on n'aime pas trop ça. Pour le dernier match, l'Américain sera présent et je pense que le public aura des messages à faire passer. Je m'attends à des sifflets, à des banderoles, sans doute aussi, sans doute très acides, peut-être avant le match, peut-être cette semaine, peut-être même à une grève des encouragements dans les premières minutes. Hein, ça a déjà été fait à Lyon, c'est pas impossible. Ce serait pas illogique à la hauteur de toutes les clims terribles qu'on a pris cette saison, depuis l'Olympico du match aller jusqu'à Monaco samedi dernier. J'espère qu'il n'y aura pas de débordement, c'est tout, parce que bon, il y a quand même des célébrations sur ce dernier match, et dans tous les cas, celle-ci s'annonce morose. Ouais, ça s'annonce morose. Mais l'OL a quand même besoin de terminer à la meilleure place possible, d'espérer des faux pas de tous ses concurrents directs pour au moins disputer la Ligue Europa et même voir la Ligue des Champions si vraiment toutes les équipes perdent. Quels sont, selon toi, les enjeux principaux et vraiment, est-ce que tu y crois pour Alors, ce dernier match? est-ce que j'y crois moyennement? En tout cas, il y a des enjeux, oui, parce qu'il y a quand même la Ligue Europa à aller chercher, ça, c'est pas impossible. Il faudrait que l'un des trois adversaires chute à la maison. Il y a peu de chances que ça arrive, mais il faut d'abord, avant tout, avant de penser à sortir la calculatrice et de faire des comptes d'apothicaire, on va se concentrer sur nous-mêmes et gagner déjà. C'est la seule possibilité d'éviter déjà cette 7e place qui ne sera pas qualificative pour la Ligue Europa Conférence dans un premier temps, vu qu'il faudra que le PSG gagne la Coupe de France la semaine prochaine et dépendre du PSG, ça serait quand même assez moyen. L'autre enjeu de ce match, et pour moi, c'est presque le plus important, c'est la sortie d'Alexandre Lacazette, le dernier match, parce que ça mettra de la poussière dans l'œil à beaucoup de monde, et notamment à moi. Oui, c'est sûr. Bon, on va évoquer ce match face à Angers. Tu l'as dit, Lyon doit se concentrer sur lui-même et après le match, il verra ce qu'auront fait les autres. Donc pour ce match face à Angers, on va maintenant pouvoir évoquer le duel du match. Et Alexandre, tu as choisi un match de buteur maison entre Alexandre Lacazette et Esteban Le Paul. Oui, j'avais envie de célébrer la formation à la lyonnaise dans cette année difficile, parce que même pour les jeunes, ça a été difficile. Si on accepte la réserve qui nous a donné un peu de bonheur en allant en finale de la Première Ligue International Cup face à Nottingham Forest, ça a quand même pas été une année folichonne pour la formation. Mais la casette Le Pôle, c'est aussi le trait d'union entre deux écoles. L'OL de Tola-Volage qui valorisait ses talents et l'OL de Dessine qui les sacrifiait. Et je trouve que c'est une belle image de mettre l'un face à l'autre. Parce que rappelons qu'Esteban Le Paul, qui était arrivé pour compenser le fait que Lyon ne conserve pas Georges Mikotadze en U17, a été sacrifié suite à la crise du Covid et est parti libre. Et aujourd'hui, on voit, c'est un bon attaquant de Ligue 1 et il aurait pu être chez nous. Il y en a beaucoup comme ça. Malheureusement, Ouais. trop. Ouais, il éclate cette saison avec Angers. Bon, on va rester sur la casette dans un premier temps. Pour l'instant, son départ n'est pas encore officiel, mais il est quasiment acté. Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu? Alors oui, par respect pour Alexandre Lacazette, qui avait demandé à ce qu'on ne parle pas de son cas sitôt avant que la saison soit terminée, personne n'a voulu évoquer le sujet, mais il est en fin de contrat, il ne sera pas prolongé. Trop âgé, trop coûteux pour le club dans cette période actuelle. Donc forcément, on va lui dire adieu. Alors aujourd'hui, il n'y a rien d'officiel, mais selon les informations, l'OL veut le célébrer ce week-end.
Alors, comment ça va? C'est pas encore complètement matérialisé. On en saura plus dans les prochains jours. Ce qui est sûr, c'est que Lyon a trop souvent mal géré les départs de ses légendes et ne veut pas faire l'erreur avec Lacazette. On parle quand même du deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, derrière les mythiques 222 buts de Floridinho. C'est pas rien. Et voilà, c'est normal qu'il soit célébré, vu que son histoire à Lyon est finie. Et peut-être pas sa carrière, sans doute pas sa carrière. Il mérite vraiment un hommage digne de ce nom. On va maintenant revenir à Esteban Le Paul qui réalise sa meilleure saison en carrière avec 9 buts inscrits depuis le début de la saison et qui devrait probablement quitter Angers cet été. Alexandre, est-ce que ce serait un bon renfort à l'OL et pourquoi pas le voir revenir comme Georges Mikotadze l'été dernier? Alors, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Et puis, il a fait une très bonne saison. Tu l'as dit, 9 buts en Ligue 1, mais 13 au total. 13 au total, c'est pas mal du tout. C'est un joueur dont Armand Garrido, son coach en U17, saluait la très grosse force de frappe. C'est un joueur qui peut faire la différence de loin. Cet été, le SCO sera dans l'obligation de vendre, vu la situation économique, et c'est sa principale valeur marchande. Combien il peut partir? Je pense aux alentours de 10 millions d'euros au moins. Et c'est peut-être là que le bas blesse. Alors pour envisager un comeback à la Mikotadze et le voir en remplaçant de Lacazette, il faut quand même prendre des pincettes déjà parce que il faut savoir ce que la DNCG va nous autoriser à faire. C'est la première chose. Ça se trouve pas grand-chose aussi. Ça, c'est une réalité. Cela dit, si on me demande mon avis, je pense que c'est le genre de joueur qu'il faut signer, oui. Parce qu'il est attaché à Lyon, il connaît la culture locale. Et c'est un talent émergent en Ligue 1, parce que de toute façon, on ne pourra pas recruter des cadres confirmés. Donc, oui, c'est une bonne idée. Ouais, ce serait une bonne pioche et ce serait la belle histoire de le ramener comme Georges Mikotadze. On va maintenant passer au coup de gueule de la semaine. Et Alexandre, tu avais envie de pousser un coup de gueule contre Paulo Fonseca, mais surtout John Textor. Oui, un coup de gueule sur la gestion du club. On va commencer par le sportif, mais on va aller sur tout ce qui se passe plus haut. On va commencer par Paulo Fonseca, justement, qui manque pas une occasion de rappeler son bilan et de le comparer à celui de Pierre Sage en conférence de presse. Ok. Avant de commencer à charger son prédécesseur, ce serait peut-être pas mal de la ramener, ne serait-ce que sur un bon résultat déjà. Parce que je suis désolé, mais Paulo Fonseca, les bons résultats dans les grands matchs, on les attend encore. Pour l'instant, c'est pas arrivé. Il s'est planté sur tous les gros matchs. À Monaco, il a encore joué petit bras en laissant Ryan Cherki sur le banc, avec un mieux à 3 qui était tout bonnement immonde. Indigeste, voilà, encore s'adapter à l'adversaire, s'adapter tout le temps et jamais réussir. C'est un vrai problème et voilà, moi, sa culture de l'excuse et celle de Georges Massiel, je commence de moins en moins à la supporter et ça me les rend de plus en plus antipathiques. Maintenant, on va en venir à Textor. On va ouvrir le dossier Textor parce que de son côté, le jour du bilan et à l'heure des comptes, il n'y a pas grand-chose de positif qu'on va retenir si ça continue comme ça. Jusqu'à présent, il lui restait le fait d'être Che Guevara face au PSG et Nasser Al-Khelaifi. Mais on a vu le rapprochement de la semaine dernière. Désormais, c'est plutôt Zaya. Il s'est couché de manière assez lamentable. Les supporters lui ont fait remarquer et je suis pleinement avec eux. Quand on embrasse la chevalière du parrain comme ça, moi, ça me dérange et c'est pas excusable. Pas excusable comme le volet gestion humaine de ce club où il y a une instabilité chronique, comme le volet économique dont on reparlera plus tard. Dans ce club-là, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne et le fiasco de cette saison vient des hommes en place, tout simplement. Et c'est là mon coup de gueule. Et pour en revenir à Paulo Fonseca, est-ce qu'il peut survivre à une saison bouclée à cette 7e place? Il a survécu à sa suspension de 9 mois, Fabien. Donc, plein de dirigeants l'auraient foutu dehors à l'époque. Il n'y a que John Textor pour garder. Il n'y a pas de clause dans son contrat qui prévoit qu'il quitte son poste s'il n'a pas la Ligue des Champions. Et limoger, ça coûterait beaucoup d'argent à un club qui déjà est en difficulté. Même si on aime bien limoger des personnes, ne pas les payer, aller au prud'homme, ça c'est la spécialité textorienne. Mais voilà. Donc oui, pour moi, il peut survivre à la 7e place et à ce constat d'échec. Passer cette remarque, il faudra quand même que ça évolue l'an prochain, parce que faire des sorties de balles sexy depuis le gardien, c'est très bien, mais on est à Lyon, il faut avoir un peu plus d'exigence. Gagner les matchs importants, ça devrait être aussi dans ses cordes, et je pense qu'il aura la pression dès le début de saison prochaine, car les supporters ne seront pas indéfiniment patients avec lui. Ouais, c'est sûr. Et puis on imagine mal John Textor qui voulait vraiment Paulo Fonseca le virer quelques mois seulement après l'avoir nommé. Alors concernant John Textor et sa gestion du club, est-ce que selon toi, il peut tout simplement couler notre club? Disons-le franchement, oui. Oui, il peut couler le club, car il prend beaucoup de risques et fait peser tout ça sur le sportif. Dans quel monde toutes les responsabilités pèsent sur les joueurs? Ça arrive nulle part, il n'y a qu'à Lyon qu'on voit ça. Oui, car ils dépensent l'argent n'importe comment. Quand on met 30 millions, plus de 30 millions sur un Niakate,
sur un coup de cœur, on a tout dit. C'est pas la cellule de recrutement, c'est lui, ça. Oui, car la dette a augmenté, même si elle est sur le plus long terme. Oui, car les taux d'emprunt qu'il a accepté d'Arès, c'est une chape de plomb sur le club assez incroyable, ça coûte une fortune. Oui, parce qu'il a diminué les actifs qui étaient sécurisants, comme l'Arena, qu'il a vendu, par exemple. Oui, parce qu'il base tout son modèle sur l'actif plus volatile, la valeur des joueurs. Et ça, c'est super risqué. Oui, parce que le stade est gagé, donc il ne peut même pas l'utiliser derrière pour se sauver. Oui, parce que lorsqu'il passe devant la DNCG, il a une fâcheuse tendance à ne pas vouloir respecter les codes du foot français. Pour résumer, s'il n'y a pas franchement de calendrier économique qui coûterait sa vie à l'OL, on peut être légitimement inquiet et sa communication est de moins en moins audible. Mais ça, on va y revenir. Ouais. Et il y a aussi l'ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas, qui revient aux affaires un peu ces derniers temps et qui chercherait des partenaires financiers pour sauver le club. Et Alexandre, est-ce que toi, tu crois à un retour de Jean-Michel Aulas à l'OL? Alors, déjà, j'étais au courant pour cette histoire de recherche. On n'avait pas forcément beaucoup parlé, mais j'étais au courant qu'il cherchait à se rapprocher de certains grands patrons lyonnais et nationaux pour tenter de racheter le club. Mais il voulait avoir la main. Donc, il cherchait des minoritaires à la Sédou. Et moi, ça, j'y crois pas. D'abord parce qu'il est de plus en plus tenté par la mairie de Lyon et qu'il veut y aller. Ensuite, parce que John Textor n'est pas vendeur. Je pense qu'il aurait dû penser à son héritage un peu avant, en cherchant de nouveaux partenaires avant que Sédou et IDG lui tournent le dos, en évitant ainsi le putsch qu'il a vécu et qu'il a poussé à vendre à quelqu'un dont il ne sauterait pas l'avenue. Peut-être que ça aurait évité ce goût inachevé pour lui, ces attaques permanentes contre le club, ces accrochages avec Textor, ce cirque permanent qui dessert l'OL. Mais pour moi, un retour de JMA, que j'apprécie, n'irait pas dans le sens de l'histoire pour l'OL. Ouais. On va maintenant passer à la déclaration de la semaine. Et exceptionnellement, il y en aura deux cette semaine. Pour la première, on va continuer sur John Textor avec cette phrase: j'ai dépensé 293 millions depuis que j'ai racheté le club. Vous croyez que je vais laisser tomber parce que la DNCG nous en demande 50. Tout va bien, a lâché le propriétaire des Gaunes. Alexandre, tu comprends la sérénité de l'Américain ou c'est une posture de façade? Pour moi, c'est une posture de façade à 1000%. On dirait presque du Trump à hurler aux fake news des journalistes sur la base de sanctions réelles prononcées par les instances. C'est un peu ridicule. Ce folklore, ça va un moment, mais les faits sont plus importants. Sur la vidéo des supporters, on sent qu'il est irrité quand il répond quand même. Et ça, c'est ce qui me marque le plus. Le seul truc intéressant, c'est qu'il lâche ce que la DNCG demanderait pour boucler la saison. 50 millions d'euros. Oui, oui, ça peut s'atteindre en fonction du trading joueur si effectivement tu arrives à vendre. Mais avec toutes les fausses promesses qu'il a faites, avec l'absence d'IPO, de vente de Crystal Palace, il ne pourra pas franchement sortir un numéro de claquette devant la DNCG. Faut pas rigoler. Et au-delà de ça, je note que bizarrement, au lendemain de son communiqué désastreux du 8 mai, qui était absolument abominable sur son site officiel personnel, on a eu deux articles dans la presse anglaise dans l'espace d'une heure qui arrangeaient bien ses affaires. Une sur l'IPO qui serait imminente, avec un objectif lunaire de presque 2 milliards, et l'autre sur une hypothétique prise de contrôle de Crystal Palace. C'est marrant parfois le timing, non? Ouais. Et quand il dit qu'il a dépensé pour 293 millions depuis son arrivée dans l'OL, est-ce que c'est vrai, Alexandre? Alors perso, quand il dit j'ai dépensé, ça me fait marrer. Non, John, t'as pas dépensé 293 millions d'euros de ta poche. Tout au plus, c'est 5 Mars et 2 sneakers. Allez, je suis méchant quand même. On va dire qu'il a lâché un petit peu moins de 10 millions d'euros parce qu'il a un peu remis au pot, je crois, dans les 83 millions de la dernière augmentation de capital. Mais sur les 86 et 83 millions, la plupart, c'est pas lui, c'est ses coactionnaires. C'est Michel Kang, c'est Jean-Pierre Comte, c'est son prêteur, Arès. Ce chiffre de 293 millions, il correspond à rien. En revanche, il se rapproche un peu des sommes dépensées sur les 5 mercatos qu'il a fait. Et on se rappelle qu'il y en avait quand même eu 2 en interdiction de recrutement ou en encadrement. Donc c'est assez phénoménal pour acheter très très cher une ribambelle de joueurs moyens. Pour moi, ça serait surtout pas du luxe si pour une fois, il laissait Mathieu Louis-Jean gérer le recrutement sans vouloir toujours intervenir. Ouais, surtout pour faire des petits arrangements entre amis, quoi. Oui, comme le cas Moussa Niakhaté. Cette semaine, on a aussi parlé d'un accord négocié avec l'UEFA en cas de Coupe d'Europe. Alexandre, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ça, paradoxalement, c'est une bonne nouvelle. Je vois le verre à moitié plein. Parce que oui, l'OL va prendre une amende importante sous forme de retenue sur ses revenus s'il dispute la C3 ou la C4 l'an prochain. Oui, il y aura peut-être des sanctions impactant son mercato. Mais c'est tellement un moindre mal par rapport au fait d'être purement et simplement exclu des compétitions européennes.
honnêtement. Parce que l'ICFC n'a pas voulu achever le club. Moi, c'est ce que j'ai envie de retenir. Parce que le club, il aurait très bien pu fermer boutique si l'ICFC a déclaré que Lyon ne pouvait plus disputer l'Europe pendant tant d'années. Et ça privait des revenus européens, c'était la mort, clairement. Et vu le déficit accumulé sur 3 ans, qui dépasse largement le double de ce qui est autorisé, c'est bien d'avoir évité ça. Je pense que c'est un gros boulot de Michael Gerlinger et qu'il faut le saluer pour ça. Encore faut-il se qualifier pour avoir ces sanctions, et là, c'est pas encore acté. Bon, on va un peu mettre de côté John Textor et le laisser tranquille. On passe maintenant à la deuxième phrase de la semaine. Elle est signée de Ryan Cherki. Elle a fait beaucoup polémique puisque Ryan Cherki a fait un gros appel du pied au Paris Saint-Germain lors des trophées des champions, trophée UNFP, pardon. Vous pouvez découvrir sa déclaration sur ce visuel. Alexandre, est-ce que tu as compris cette sortie de Ryan Cherki? Eh ben, on tourne peut-être de John Textor à Cherki, mais je garde mes gants de boxe parce que pour moi, elle m'a sidéré. Elle m'a sidéré. Je comprends pas ceux parmi les supporters de l'OL qui disent « t'as raison Ryan » ou encore ceux qui rejettent la faute sur Christophe Josse. Ok, le maître de cérémonie des trophées UNFP, il a un petit peu poussé, forcé, direction du PSG. Mais Ryan Cherki, il est quand même très à l'aise avec les médias. Il maîtrise vraiment sa communication. C'est un des meilleurs dans le domaine à Lyon. Il nous a régalé toute l'année. Et là, non, désolé, mais t'as pas le droit. Malgré tout ce qu'il a vécu, même si on lui a manqué de respect, même s'il est passé au loft, pour moi, c'est aussi un manque de respect. Parce que tu peux très bien faire la langue de bois et t'en sortir. Tu peux très bien dire « je suis un joueur de l'Olympique Lyonnais, je me concentre sur la fin de saison, blablabla, la suite, on verra. » Tu vois. T'es pas obligé de faire comme ça. T'es pas obligé d'amener le PSG aussi bien. Mais en même temps, ça va tellement dans le sens de la drague de John Textor qu'au niveau du club, on lui en voudra sans doute pas. Parce que, voilà, ça a l'air d'être l'idée du club de pousser au maximum pour valoriser au maximum Cherki pour le PSG. Donc, voilà. Et est-ce que tu penses que c'est possible qu'il signe au Paris Saint-Germain cet été? D'après la presse parisienne et le message que le PSG tente de faire passer par ses canaux de communication, la porte est fermée. On préfère Maïnes Akliouche de Monaco. Moi, vraiment, si tu commences à comparer l'un et l'autre, c'est comparer les torchons de les serviettes. Mais bon, c'est pas le même monde. Après, c'est dans la logique d'écrasement des têtes qui dépasse la mode à la Nasser Al-Khelaifi. Est-ce que je suis content, moi, pour le coup, que le PSG lui ferme la porte? J'ai envie de te dire oui, en tant que supporter de l'OL, oui. Je préfère largement le voir à Liverpool, au Real Madrid, au Bayern, même à Dortmund, plutôt que dans l'armée mexicaine de QSI, tout simplement. Et ça évitera au moins que les supporters insultent sa famille sur 5 générations, comme c'est le cas pour Bradley Barcola, parce qu'à un moment donné, il va rapporter de l'argent au club, qu'on le respecte un petit peu, mais voilà. Qu'il aille pas au PSG, s'il te plaît, Ryan. Non. Bon, t'es un peu dur avec Manuel Akliouche quand même, qui réalise une belle saison et qui est beaucoup plus jeune que Ryan Cherki. Non, et, sinon, non, il n'est pas plus jeune, 23 ans, et Ryan a 21 ans. Ouais, 23 ans. Eh ben, ouais, non, il n'est pas plus jeune, c'est juste qu'il sort plus tard. D'accord. Et on en revient à Ryan Cherki. Combien l'OL peut espérer avec lui? Alors aujourd'hui, il y a toujours cette fameuse clause qui fait que le club lui doit de l'argent si une offre à 21,5 millions arrive. Donc les clubs n'ont pas d'intérêt à aller plus haut. Maintenant, ça peut évoluer puisque pour pacifier la situation avec l'OL, Ryan Cherki et son conseiller historique, l'ancien journaliste Bilal Ghazi, ont fait un appel à Moussa Sissoko, qui est un agent très réputé, celui d'Ousmane Dembélé, quelqu'un qui va arrondir les angles, qui va travailler main dans la main avec le club, peut-être en échange de bons procédés, mais ça peut faciliter les choses. On peut imaginer dans les prochains jours la levée de cette clause avant le départ et une vente qui cette fois-ci dépasserait les 30 millions d'euros. Alors, reste que si la DNCG est rétrograde, les clubs vont chercher à profiter en baissant le montant de leurs offres, quoi. Toujours pareil, le serpent qui se mord la queue. Aujourd'hui, à moins de 50 millions, c'est clairement sous-évalué pour Cherki, mais bon, ça devrait se régler bien en deçà, malheureusement, et vers un très grand club. Surtout vu la situation du club, on va en être loin, je pense, des 50 millions. C'est ça. On va pouvoir maintenant passer au point santé, avec une absence déjà actée, c'est celle d'Ernest Nouama qui soigne toujours ses ligaments croisés. Et il y a 3 incertitudes. Alors déjà, il y a Corentin Tolisso qui a joué blessé face à Rennes et Lens et qui était forfait à Monaco. Est-ce qu'il peut revenir pour ce dernier match de la saison? On verra ça. Quid aussi de Clinton Mata, sorti sur blessure à la cheville lors du match face à Monaco. Il pourrait peut-être aussi lui faire son retour. Et quid enfin d'Enzo Molébé qui apparaît puis disparaît dans les groupes de l'OL ces derniers temps. Donc tout cela, je pense que Paulo Fonseca
nous en dira plus en conférence de presse d'avant-match. Et après avoir fait le point sur l'effectif, on peut maintenant passer à la compo probable des Gaunes pour ce match face à Angers. Alexandre, tu n'as pas pris trop de risques en ne mettant pas les incertains comme titulaires. Oui, tout à fait. Je pars du principe qu'il y a de fortes chances, comme c'est le dernier match de la saison, qu'on écoute leur corps parce que ça permettra de pouvoir peut-être les monnayer cet été. Donc, je vois pas de risque pris, surtout que c'est pas comme si c'était un match à fort enjeu. Alors, j'ai mis Matic. J'excuse son coup de sang, moi, à Monaco, parce que je le préfère largement à Verretou, parce que pour le coup, avec Verretou, on a fait les poubelles de l'OM et c'est une catastrophe. Alors, si Corentin Tolisso n'est pas là, Tessman Matic, point. Pas de Verretou, pas d'Akouakou, on arrête les blagues. Khaled Tchar peut faire le job si Mata est forfait. Et je pense que devant, pour sa dernière, Alexandre Lacazette devrait débuter, vu qu'il sera célébré. Et c'est toujours mieux, quand tu veux célébrer quelqu'un, de le faire débuter et lui offrir une standing ovation en sortant, plutôt que de le faire rentrer en cours de jeu. Donc je pense que c'est la logique qu'aura Paulo Fonseca. En tout cas, je l'espère, parce que s'il n'a pas ça, même là, au niveau d'être pédagogue, ça serait pas la folie. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette compo. Et s'il y a aussi Ryan Cherki qui sera de retour normalement dans ce 11. Alors pour moi, c'était pas négociable cette façon. Alors je n'en ai même pas parlé parce que pour moi, c'est pas négociable. J'ai trouvé le choix de Paulo Fonseca incompréhensible à Monaco, honteux, lamentable, petit bras. Et encore, je suis poli parce que j'avais d'autres termes quand j'ai vu les choix. Alors, je comprendrais pas qu'ils décident de muscler le cœur du jeu contre Angers. C'est pas le sens de l'histoire. Tu dois juste jouer et marquer des buts. Et dans ces cas-là, tu prends le joueur le plus créatif de ton équipe. Ce sera sans doute son dernier match. Sans le passer, pour moi, ce serait une folie et une faute professionnelle, tout simplement. Mais il y a déjà un coach qui a fait une faute professionnelle à Monaco. Je pense pas qu'il récidivera. Ouais, je pense pas non plus. On va maintenant jeter un œil sur le classement. Donc Lyon, on l'a dit, est 7e à 3 points de Nice, Lille et Strasbourg. Et si Lyon veut passer au moins 6e, il faut une victoire impérativement face à Angers, combinée à une défaite de n'importe quel adversaire direct, donc une défaite de Nice, Lille ou Strasbourg. Par contre, pour finir 4e, on l'évoquait tout à l'heure, l'OL doit aussi battre Angers et espérer que Le Havre batte Strasbourg, que Reims batte Lille et que Brest batte Nice. Donc autant dire qu'il y a vraiment très très peu de chances. Elles sont estimées à 0,3% de chances que ça passe. Donc vraiment, l'OL a vraiment très très peu de chances de finir en C1 via les tours préliminaires. Rappelons pour l'instant que la 7e place qui est occupée pour l'instant par l'OL n'est pour l'instant pas qualificative pour l'Europe. Elle le deviendra pour la Ligue Europa Conférence si le PSG remporte la Coupe de France face à Reims le 24 mai prochain. Donc si on ne veut pas devenir aussi supporter du PSG que John Textor, ce serait bien qu'un de nos concurrents directs chute et qu'on finisse 6e. On va pouvoir maintenant passer au pronostic. Et Alexandre, tu vois une victoire 2-0 des Gaunes samedi. Oui, parce qu'Angers est en roue libre. Angers s'est sauvé. Ils ont fait la fête la semaine dernière. Lyon doit se racheter pour pas gâcher le feu d'artifice de fin de saison. Déjà que ça va être la soupe à la grimace. Moi, je pense que les Gaunes gagneront face à une équipe angevine en vacances. Surtout que le SCO n'a jamais gagné dans son histoire au Groupama Stadium. On est sur un bilan de 6 victoires lyonnaises et un nul. Donc 2-0, ça me semble bien. Peut-être que l'Opol sera un peu dangereux, mais 2-0. Match aller, c'était pareil, c'était très contrôlé là-bas. J'imagine pas Lyon craquer contre Angers. Et quels sont tes buteurs pour samedi? Alexandre Lacazette pour ses adieux, forcément. Il faut qu'il réussisse ses adieux, peut-être un petit penalty comme l'an dernier. En tout cas, le cap des 200 buts. Le cap des 200 buts, parce que ça serait un petit lot de consolation pour lui et j'aimerais qu'il l'atteigne. On va pas rester bloqué à 199, ça serait dommage. Et le deuxième, c'est Thiago Almada, que je vois bien validé pour sa DER avant la fin de son prêt fantôme. Sa deuxième partie de saison prometteuse. D'ailleurs, j'ai regardé un peu ses cotes pour lui. J'ai un peu travaillé sur les cotes. Et les sites de paris sportifs le mettent à 2,75, entre 2,75 et 3,25. Donc, il y a un peu d'argent à se faire en misant sur Almada buteur. Je pense que c'est un match pour lui, ça. Bon bah voilà, faites confiance à Alexandre, supporter lyonnais. Merci Alexandre pour toutes ces informations avant ce match entre l'OL et Angers. J'imagine que tu seras samedi au Groupama Stadium pour ce dernier match de la saison. Tout à fait, j'y serai. J'y serai, fidèle au poste, et puis voilà.
On espère au moins une victoire, même si Lyon n'accroche pas la C1. C'est donc la fin de ce talk. On se retrouvera, nous, pour d'autres vidéos sur l'OL qui pourraient concerner l'avenir du club ou encore le mercato. Mais moi, je vous souhaite en attendant un bon match samedi et vous dis à bientôt sur les antennes de But. Ciao! Et allez l'OL!